Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer, je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo, cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme un lien de Sophia Voyance, tarologue exceptionnel, ainsi qu'un lien des films Jupiter, des films sur la voyance, sur l'ésotérisme, sur la nature. Et avec le code Colorado65, vous obtiendrez une remise de 10%. Vous trouverez également des liens concernant mon site internet et un numéro de téléphone si vous désirez me contacter. Mais aujourd'hui, nous allons parler des causes des maladies et comment les guérir ou les prévenir. De la même façon que l'aspect karmique, les êtres qui entrent dans la culpabilité posent des freins importants à leur évolution. Pourtant, les difficultés de santé sont de leur responsabilité. Il faille donc que l'être puisse poser sur lui un regard amoureux, plein de compassion et surtout un regard conscient pour se rendre compte qu'il a des éléments à transformer sans se culpabiliser. Nous disons aux êtres, s'il y a des difficultés de santé, il y a des causes. Vous pouvez prendre conscience que ces causes, en sachant qu'elles avaient aussi des causes. Soyez dans la conscience en déculpabilisant simplement en étant dans l'instant présent. Parlons donc de la santé. Chaque être humain est en soi de l'énergie qui est plus cristallisée au niveau du corps, des os, et qui est plus fluide au niveau du sang, par exemple. Il y a aussi une partie plus éthérée comme l'énergie pure, les vibrations, la pensée. Chaque être humain est énergie qui, à la source, est lumière. L'énergie circule à un rythme qui correspond à sa forme, à sa structure. Lorsqu'il y a une diminution de rythme de circulation causée par des corps étrangers et des effets extérieurs, se développent alors des malaises, des contractions, des maladies, de la dégénérescence de tissus et de cellules. La santé est en soi la circulation énergétique naturelle de chaque système, de chaque organe, de chaque membre. La santé du corps physique est en corrélation directe avec la libre circulation de l'énergie, soit l'harmonie au niveau psychique et au niveau émotionnel. Lorsqu'il y a une forte émotion, il y a instantanément un impact, une influence sur l'énergie du corps physique. Lorsque l'émotion est libérée et que l'être utilise cette émotion pour comprendre qu'il y a une blessure en lui et qu'il œuvre pour guérir cette blessure, alors il permet la fluidité. Il recrée le mouvement naturel et équilibré de l'énergie en lui. Lorsque l'être vit des émotions qui créent en lui des contractions et que ces émotions soulèvent des blessures reliées aux mémoires dont il ressent encore la douleur, mais qu'il est incapable de dissoudre, alors les effets sur le corps physique vont s'amplifier. L'énergie dans le corps physique circule de moins en moins bien jusqu'à créer des blocages et des nœuds. La santé consiste à dénouer ces nœuds, à permettre le mouvement dans le corps physique, tout comme dans le corps émotionnel. La très grande majorité des déséquilibres, des inconforts et des maladies du corps physique sont causés par des émotions qui ont pour but d'amener l'être à constater des blessures. Ces blessures sont des irritations qui, elles, créent soit des tristesses ou des colères, qui, elles, entraînent chez l'être des contractions et des cristallisations qui, elles, mènent à la maladie. Tout être humain a la capacité et le pouvoir de se guérir. Il peut manifester la santé. Si son corps est énergie, ses systèmes sont des expressions magnifiques de l'univers. À partir d'une seule cellule, l'être humain s'est créé
À partir d'une seule cellule, les autres cellules furent créées, se sont organisées en systèmes, en organes, en membres. Cette cellule appartient à l'être, elle porte une intelligence universelle. Chaque cellule est associée à cette intelligence universelle. Si l'être s'est créé une fois en santé, alors il porte en lui la conscience subtile pour permettre que sa santé persiste, perdure, continue. Il porte en lui la connaissance cellulaire pour rétablir sa santé. Bien sûr, si l'être porte en lui la croyance qu'il n'a pas cette capacité ou porte en lui des croyances qu'il va dégénérer, alors il ne stimule pas l'intelligence de régénérescence. Il transmet plutôt des indications de contraction. Chaque être humain peut être accompagné dans la retrouvaille de l'équilibre pour la santé. Il existe différentes formes de médecine, la médecine conventionnelle des hommes, médecine ancestrale des plantes et la médecine de l'univers. 3 médecines qui incorporent toutes les médecines. Médecine des hommes égale médecine conventionnelle, médecine des plantes égale médecine naturelle et médecine de l'univers égale médecine énergétique, homme, terre, univers. 3 médecines. Ces 3 médecines sont en soi des accompagnants. Ce sont des connaissances qui stimulent la connaissance de l'être. Cette connaissance subtile stimule la conscience qu'il peut se guérir. Elle stimule la volonté de se guérir, l'amour de lui-même et la conviction qu'il peut se guérir. Les médecines sont toutes des accompagnements pour que l'être puisse connaître, utiliser son énergie et s'aimer suffisamment pour se guérir avec conviction. Il faille bien comprendre que volonté et conviction permettent que chacune des médecines, quelle qu'elle soit et idéalement unifiée, puisse aider l'être à rétablir la circulation naturelle de son énergie. Lorsque l'énergie circule moins rapidement, elle se cristallise et crée des blocages. Certains types de blocages illustrent exactement ce qui se crée. Prenons par exemple le sang qui bloque les artères. Certaines émotions qui sont associées aux tensions ou au stress vont provoquer tant de toxines que le sang transportant ces déchets va de moins en moins bien circuler dans les artères auxquelles s'accrochent les déchets. Des êtres qui ont de grandes inquiétudes de vie, de grandes angoisses de vie, de grandes insécurités peuvent par exemple développer ici des pierres au niveau de la vésicule biliaire, auparavant un surplus de bile. Ils se font de la bile, quoi. Certes, il y a ce que nous appelons une contraction. Ce qui est intéressant, c'est que vous constatiez que ce qui est subtil s'inscrit dans la matière. Cela existe de la même façon dans la codification génétique. Lorsqu'un être porte un caractère physique, soit une caractéristique de par ses gènes, nous disons qu'il est influencé génétiquement. Ses parents ont pu, par les gènes, lui transmettre cette forme d'inconfort ou de malformation, comme ils lui ont aussi transmis toutes les formes bien constituées. Or, vous avez pu observer que certains traits de personnalité chez un être se retrouvent chez un ou l'autre de ses parents. Et peut-être chez ses grands-parents. Cela se produit comment? Les traits de personnalité sont subtils, n'est-il point? Comment un trait subtil pourrait-il se transmettre génétiquement? L'ADN, c'est fort. Voilà, cela signifie que ce qui est subtil peut s'imprégner dans la matière. Imaginons un père colérique. Un exemple tout à fait fictif. Un père colérique, impatient, et vous retrouvez un enfant qui a peut-être une tendance à être colérique. Il n'est pas totalement son père, mais il a tendance à être colérique, impatient. Quel est le rapport entre les deux? Si en plus le père n'est pas présent, mais que nous retrouvons un enfant qui est colérique et impatient, vous auriez pu croire que c'est la présence du père qui influence le petit. Mais non, il n'est pas présent et vous retrouvez tout de même ce trait de caractère. Cela signifie que le père a transmis ce trait de caractère
par les gènes. Alors cela signifie que le subtil peut s'imprégner dans le sang. Lorsque, indépendamment de vos gènes, vous vivez des insécurités importantes et que plusieurs événements font ressortir encore plus votre grande insécurité, cela provoque des angoisses. Nous vous disons que cela affecte votre sang. Le subtil affecte votre sang et va faire en sorte que des toxicités se créent. Se pourrait-il que ces formes toxiques, ces déchets par la suite associés à certains types de cellules, entraînent des formations de fibromes, de nodules, de prolifération de tissus qui ne sont pas normaux? Vous nous avez suivis? C'est clair. Nous vous avons expliqué sous différentes facettes la création de la maladie. Or, ce qui est important, c'est que si l'être a ainsi la capacité de se déséquilibrer, il a encore la possibilité de se recréer. Puisqu'il est déjà créé une première fois, il a encore la capacité de créer. Or, s'il a aussi des propensions à certaines difficultés qui proviennent de son caractère ou de ses gènes, il a aussi la capacité de transformer son corps pour le rééquilibrer, tout comme il a la capacité de modifier ses croyances, de transcender ses mémoires. C'est d'ailleurs ce que vous pourrez connaître dans toutes les expériences avec les cellules souches. Avec votre médecine des hommes, vous allez pouvoir de mieux en mieux comprendre ce que la médecine énergétique proposait, c'est-à-dire des reconstitutions et des autoguérisons à partir de l'imputation de certaines cellules souches. Reconstitution de tissus, de cellules, d'organes et même de membres. Les cellules souches sont une nouvelle voie de la médecine moderne qu'on commence à peine à comprendre. Êtes-vous en train de nous dire qu'on a aussi la possibilité de se régénérer à partir de nos propres cellules souches avec la médecine énergétique? Certes, la médecine énergétique universelle stimulait la circulation de l'énergie et la création des cellules souches pour la régénérescence cellulaire simplement. Pourquoi vous le mettez au passé? Nous disons de façon ancestrale, la médecine énergétique stimulait la guérison depuis le début des temps. Ok, mais il y a encore des gens qui la pratiquent. Bien sûr, nous la transmettons jour après jour aux êtres, bien qu'en Occident, elle soit peu répandue. La médecine des hommes est intéressante, mais souvent elle représente une voie plus laborieuse. C'est une transition, vous savez, à travers les générations, cette médecine va évoluer jusqu'à devenir médecine énergétique. Alors vous direz, au début il y avait de la médecine énergétique, puis il y a eu la médecine des hommes qui a évolué jusqu'à redevenir la médecine énergétique, qui la pratiquait de façon ancestrale. Elle existait chez les Égyptiens anciens. Bien, mais allons plus loin. Il y a des gens qui souffrent de cancer, de dépression, de maladies dégénératives. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les aider à comprendre pourquoi ils se sont rendus malades sans se culpabiliser, bien sûr? De façon générale, la maladie est causée par une séparation d'avec soi-même. Lorsque l'être n'est pas uni à son énergie vitale, n'est pas dans l'expression de tout, ce qu'il est naturellement, donc séparé d'avec lui-même, il donne place à des frustrations, des colères, des tristesses, des contractions émotionnelles et physiques qui engendrent les maladies. Un exemple, imaginons un être qui, pour tout un ensemble de raisons karmiques, environnementales, situationnelles, ponctuelles, ne s'exprime pas dans sa voix. Donc imaginons à nouveau cet être qui, de par ses influences sociales, parentales et bien sûr karmiques, a choisi une voie dans laquelle il professe le droit. Supposons qu'il est un illustre avocat. Il a bien réussi matériellement, socialement, affectivement. L'image de lui est formidable. Mais selon notre chapitre sur le bonheur, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux parce qu'il n'est pas dans l'expression véritable de son être. Cet être au plus profond de lui est un être de la nature. Il ne l'a jamais découvert parce qu'il n'en a pas eu la possibilité. Il n'a pas été guidé en ce sens. S'il avait été guidé en ce sens, il aurait vécu à la campagne pour faire pousser
les plantes et les fleurs. Toutefois, cet être a de grandes capacités oratoires qui furent développées, acquises, mais ces véritables dons d'union avec la nature, les plantes, ne furent jamais en émergence. Voilà maintenant qu'après avoir dépassé maintes petits inconforts, petits symptômes ici et là, par moments, petits maux de gorge, comme tous les êtres, bien sûr, le voilà maintenant avec une difficulté importante au niveau de la prostate. Il a développé un cancer de la prostate. Le cancer de la prostate se situe au centre de son énergie vitale, l'énergie de vie, l'énergie de création qui ne fut pas véritablement utilisée selon son essence. Cet homme a fait beaucoup d'efforts et il a beaucoup de résultats, mais il n'a pas trouvé le bonheur. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, la joie, c'est l'expression de ce qu'il est véritablement. Cette énergie en lui ne s'est pas déployée. Il a donc ici une contraction que nous dirons en termes énergétiques, une diminution de rythme vibratoire au niveau du centre génital qui est le centre de l'énergie créatrice. Le chakra du hara, c'est le chakra du hara. Vous aurez peut-être remarqué que souvent dans sa carrière, il a dû soigner des maux de gorge, des otites, des sinusites, des laryngites. Pourtant, c'était un être qui s'exprimait quotidiennement dans le droit, mais n'exprimait pas ce qu'il portait au plus profond de lui-même. Donc, il avait des symptômes d'une expression qui n'était pas juste. Et si l'on observe son histoire, peut-être aura-t-il eu aussi plusieurs petites infections innocentes au niveau du centre génital. Il en a fait fi ou il les a guéris par différents remèdes sans conscientiser la relation entre le fait qu'il n'était pas profondément heureux et tous ces petits symptômes. Sans conscientiser ces insatisfactions fondamentales qui étaient camouflées derrière des satisfactions périphériques. En effet, cet homme cherchait continuellement de plus en plus de satisfaction que sa réussite lui permettait. Il cherchait l'intensité. Mais le véritable fait d'être ou de vivre les choses d'une manière intense, c'est le déploiement de la pulsion de son hara vers le cœur et vers la couronne. En d'autres termes, libérer l'énergie de création pour que le cœur s'en réjouisse jusqu'à éventuellement vivre l'extase. Au lieu de ça, l'intensité qu'il trouvait était à l'extérieur de lui-même. Maintenant, il aura bien sûr à retrouver une circulation énergétique dans son corps physique. Il y recevra nécessairement des soins qui permettront que l'énergie de son corps au niveau de sa prostate puisse retrouver le bon rythme, le mouvement juste, mais il faudra comprendre que qui ralentit ce mouvement, ce qui le contracte est associé à une frustration de fond et ne doit pas être ce qu'il aime. En fait, il ne sait même pas ce qu'il aime. Il est divisé avec lui-même et certes, même s'il a des besoins au niveau de la prostate, même si l'énergie circule à nouveau avec justesse, la source de cette contraction existe toujours. Il lui faudra prendre conscience de l'importance de la réponse de son corps en termes de guérison à ce qu'il est véritablement. Pour ce faire, nous lui disons qu'il devra s'offrir des moments d'intimité avec lui-même, c'est-à-dire d'écoute de ses voix et sensations intérieures, et nous y reviendrons certainement une prochaine fois pour comprendre ce qui l'anime, ce qui le fait réellement vibrer, puisqu'il pourra donner place à ce qui l'anime pour enrayer la source de la contraction. Bon, on comprend la maladie, c'est une contraction, c'est un déni de ce que l'on est véritablement, de notre essence, une non-reconnaissance à partir du moment où l'on a fait ce constat-là. Qu'est-ce que l'on fait? Il s'agit de se remettre en mouvement. On ne peut pas nier le corps physique puisqu'il est affecté. À la source, c'est subtil, c'est une forme de séparation. Mais cette source subtile s'est inscrite comme une contraction dans le corps, ce qui a causé des déséquilibres. À partir de là, la santé consiste à stimuler un mouvement énergétique, stimuler la régénérescence des cellules physiquement et énergétiquement.
Que ce soit de l'énergie, des plantes, des médicaments, des mouvements physiques, il y a pour chaque type de maladie ou de déséquilibre tout un ensemble de remèdes naturels et conventionnels qui favorisent la remise en mouvement au niveau du corps et des cellules. Cette remise en mouvement physique doit être accompagnée d'une volonté. Une volonté, cela signifie une énergie réelle associée à une intention claire, et il faut de la conviction. Une conviction, cela signifie un amour profond de soi, une envie profonde de vivre, une conviction de la capacité d'auto-guérison. Alors oui, une intervention au niveau physique, mais associée à la volonté et à la conviction. C'est la connaissance des différents moyens associés à l'amour de soi, associés à la volonté de guérir, qui va permettre qu'il y ait une remise en mouvement. Puis, simultanément, l'être aura à retrouver à l'intérieur de lui, dans un espace d'intimité, ce qui est noué, ce à quoi il n'a pas répondu, ou plutôt ce à quoi son être l'invite à répondre. La guérison est à la fois physique, psychique et certes spirituelle. Toutes les guérisons sont ainsi. Une multitude d'êtres se guérissent sans être conscients que c'est exactement ce qu'ils font, sans reconnaître toutes ces étapes. D'ailleurs, les médecins sont toujours éblouis devant ce phénomène sans pouvoir le comprendre. Bien sûr, voilà des êtres qui portent une maladie et dont la souffrance fait en sorte qu'ils modifient certaines habitudes de vie. Il vous faille bien comprendre ceci, si le corps physique porte un déséquilibre, c'est nécessairement qu'il y a quelque chose à changer dans votre vie. Mais on vit dans une société où l'on mange mal, on est stressé, l'environnement est pollué. Quel rôle joue l'alimentation, le stress et tous les autres facteurs extérieurs? Un rôle très grand. Le stress, c'est une tension produite par une recherche de performance volontaire ou involontaire dans un système de comparaison. L'être lui-même ne cherche peut-être pas la performance, mais l'institution ou la structure dans laquelle il œuvre peut le pousser à un certain rythme qui n'est pas le sien parce qu'il a une productivité à atteindre. On se suit bien, c'est le lot de beaucoup de gens, c'est le lot d'une très grande majorité des êtres humains de l'Occident et des grandes cités de l'Orient. Ce faisant, les êtres s'écartent de leur véritable rythme et même de leur véritable pulsion. Imaginons que non seulement cet avocat, alors qu'il est naturellement un jardinier, fait partie intégrante d'une société qui a de très nombreux contrats et qui est très exigeante envers tous ses associés. Il a donc en plus un grand stress, une grande tension, une recherche de performance. Or, il y a ici un rythme vibratoire qui n'est pas le rythme naturel de l'être, mais cela, il peut le régulariser s'il est véritablement dans sa passion. Sauf qu'ici, il est dans l'illusion d'une passion. L'être peut se dire « je suis dans une passion de gagner mes causes ». Il se retrouve alors dans l'inconscience de ce qu'il est. Et si l'être n'est pas dans cette passion d'être lui-même, cela signifie que plus le rythme augmente, plus l'intensité est grande, plus l'écart dans lequel il est plongé s'élargit rapidement. Il a une tension dans l'élargissement de l'écart. Voilà ce qu'est le stress. De la même façon, si l'être était jardinier, qu'il était dans sa voie, mais qu'il doive répondre à de plus en plus de commandes à un certain niveau, il pourrait vivre le stress lui aussi. C'est là que votre intervention est brillante, chère âme. Un être peut être dans sa voie, mais il faille tout de même porter la conscience qu'il s'agit d'exprimer ce qu'il est pour s'en réjouir et s'unir aux êtres. S'unir aux êtres. Voilà le thème encore une fois, union. S'il y a tant de performances à rechercher, pourquoi l'être jardinier dans sa voie serait-il à rechercher toutes ces performances, sinon parce qu'il craint de perdre une clientèle au profit d'un concurrent, donc d'être moins bien nanti. Là, c'est toute la structure politique, économique, sociale qui est en jeu. On a
beaucoup de travail sur la planche. Cela commence par oser inscrire dans sa vie d'avocat, durant les moments libres, qu'il va tenter de s'offrir un peu de jardinage. Maintenant, vous comprenez le stress. Il y a aussi toute la pollution. La pollution est créée par une inconscience des hommes qui s'éloignent de leur union avec la nature. Encore une fois, une séparation d'avec la nature qui fait en sorte que les hommes, en recherche de performance, ont pollué cette terre. La pollution affecte les êtres. Maintenant, les êtres conscients vont d'une part s'unir à la nature et vont développer des outils énergétiques pour à la fois retirer au maximum la pureté de l'air et de l'eau et pour régénérer l'eau et l'air. Est-ce que vous y arrivez? Inéluctablement, sinon, il n'y aura plus de vie sur cette terre, chère âme. La nourriture à présent, actuellement, la nourriture est un élément important de destruction du corps, comme elle est un élément de régénérescence cellulaire. Vous voyez, nous tentons continuellement de présenter qu'un même élément est à la fois dans l'ombre ou dans la lumière. L'alimentation permet à l'être de régénérer ses cellules. Pourquoi un être a-t-il besoin d'aliments? Parce que les aliments apportent des nutriments et apportent du prana au corps. Comment vous dites? Prana. Le prana, c'est la nourriture énergétique. Cette énergie pure, présente partout dans votre environnement, dans l'air sain, est la nourriture physique de bonne qualité. Or, lorsque l'être est en relation avec lui-même, qu'il est dans tout son déploiement, son corps intelligent lui parle. Ce corps intelligent, qu'on peut aussi appeler ses cellules intelligentes, va lui transmettre les bons moments pour se nourrir, les quantités appropriées, les aliments qui sont justes pour lui. Lorsque l'être perd la conscience de lui-même, lorsqu'il perd la sensation de lui-même, il ne reçoit plus ces indications. Il va donc vers des choix qui sont basés soit sur des envies, soit sur des goûts de surface, ou même peut-être des dépendances, ou ce qui est offert aussi à des moments un rythme dans des quantités qu'il ne choisit pas véritablement. Parallèlement, vous nous avez dit que la terre était polluée, donc les aliments sont de moins en moins vivants, de moins en moins remplis de prana, l'énergie vitale. Les hommes, à la recherche des performances, ont développé des nourritures qui sont des transformations génétiques des aliments, les OGM, oui. Saviez-vous, chère âme, que la transformation génétique des aliments est naturelle? Oui, elle se fait naturellement avec le temps. Bien sûr, les denrées alimentaires qui étaient présentes il y a environ 5000 années ne sont plus les mêmes aujourd'hui, et ce sans intervention humaine. C'est naturel, il y a le vent, il y a l'eau, il y a la terre, il y a des mouvements, il y a des croisements et des aliments se transforment. Les hommes aussi se transforment, ainsi que leur capacité de se nourrir de ces aliments. Leur capacité de développer les enzymes pour la digestion de ces aliments se transforme à un rythme naturel. La difficulté actuellement, c'est que les hommes, dans leur recherche de performance, ont choisi d'accélérer ce rythme de transformation. Ils ont décidé de manipuler la transformation génétique. Mais le système digestif, lui, l'estomac, les enzymes digestives, n'est pas adapté à ces nouvelles nourritures. D'une part, les êtres ont des difficultés de digestion, d'autre part, la nourriture est de moins en moins nourrissante, de plus en plus vide. L'être mange, mais il ne s'alimente pas réellement, il a des carences. Comme la nourriture est de moins en moins nourrissante, il y a certains êtres qui en utilisent de plus en plus. Il faille plus de nourriture pour aller chercher les mêmes qualités de base. Il y a dans les contrées les mieux nanties de plus en plus d'obésité. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un ensemble d'aliments vides qui végètent dans les corps humains. De plus, il y a, et nous y revenons, des frustrations parce que les êtres ne sont pas dans leur expression, ce qui fait en sorte qu'ils vont chercher des satisfactions de surface et des petites joies dans l'alimentation. Il y a donc une invitation à transformer l'alimentation, à aller vers une alimentation plus vivante, dans des quantités qui sont plus justes pour l'être et dans une conscience de l'absorption du prana.
Ce qui veut dire que les êtres sont invités à manger consciemment, à être en relation avec la nourriture. Nous vous invitons à la regarder, à la sentir, à l'écouter, à prendre conscience qu'il y a de la vie, qu'il y a de l'énergie en elle. Nous vous suggérons de la porter longuement en bouche pour en absorber toute l'énergie avant de propulser la matière dans l'estomac. En d'autres termes, nous vous proposons toute une reprogrammation alimentaire. Voilà, j'espère que ces quelques propos vous seront utiles. Je vous laisse y méditer ou y réfléchir et je vous souhaite tout de bon pour la suite et vous dis à tout bientôt.